Alors, nous sommes heureux de vous retrouver. L'année dernière, il y avait déjà eu un webinaire CFA à l'attention des CFA. Cette année, nous avons mis en place 4 dates pour que le plus grand nombre de CFA puisse participer. Cette session va être animée par Marie Lebert-Ségor, qui est avec nous. Et nous tenons à excuser Marilyn Denis, directrice de la production, qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. L'idée de ce webinaire est de vous donner des informations sur les actualités et également tous les changements qui ont eu lieu récemment, de manière à pouvoir préparer la rentrée sereinement dans les meilleures conditions possibles et que vous ayez toutes les informations qui vous permettent de travailler avec l'OPCOEP de la meilleure des façons, avec des informations notamment forcément sur le contrat d'apprentissage, des informations techniques, des rappels généraux sur l'apprentissage, la norme d'échange interopco, ainsi que les process d'instruction, de facturation, l'aide à la fonction tutorale, que faire en cas de rupture, le nouveau CERFA, et puis des informations sur la mobilité internationale, parce que vous êtes nombreux à nous avoir sollicité sur le sujet et nous souhaiterions donc partager avec vous les informations que nous avons à notre disposition sur le sujet. Eh bien, merci beaucoup et nous allons démarrer la session. Marie, je te laisse à l'œuvre et on se retrouve sur le chat. Vous pouvez poser vos questions dans le fil de la conversation. Alors, vu le nombre de participants, nous ne pourrons pas vous donner la parole individuellement, mais du coup, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure que la session avance et nous les traiterons de façon régulière tout au long de la présentation. Cette fois-ci, Marie, je te laisse le micro. Bonjour à tous. Alors, on rentre dans le vif du sujet directement. Je vous parle des 3 sources d'enregistrement des contrats d'apprentissage à l'OPCOEP. Nous avons 3 canaux différents pour recevoir les contrats d'apprentissage. D'une part, le portail adhérent, mes services en ligne, qui est le portail à destination des entreprises pour qu'elles nous envoient leurs contrats. Donc, elles le saisissent directement sur le portail, elles joignent les documents et ça arrive directement chez nous. Cette source d'enregistrement permet, avec, selon certains critères, un engagement automatique. Donc, ça peut être très rapide pour l'engagement sur certains types de dossiers. Deuxième canal d'entrée, c'est le portail Action Apprentissage, que vous devez normalement tous très bien connaître. Il s'agit de votre portail à vous, CFA, pour nous envoyer également ces contrats. Donc là aussi, il y a une possibilité d'engagement automatique. Donc, ce qui fait que pour certains, pour le même type de contrat, on y reviendra plus tard, donc l'engagement peut aller très, très vite et donc vous avez la confirmation rapidement. Le troisième canal d'entrée, c'est la norme d'échange interopco qui a été mise en place en juillet 2022. Donc, certains d'entre vous la connaissent déjà. Il s'agit d'une saisie par vous, CFA, sur votre outil de gestion et de nous télétransmettre les données. Donc, dans notre outil, le dossier arrive sans le CERFA, avec seulement la convention. Actuellement, c'est un canal qui ne nous permet pas de traiter, d'engager automatiquement les dossiers, vous ne nous transmettez aucune information financière. Et du coup, c'est vrai que c'est un canal qui demande un peu plus de temps de traitement, en fait, puisque les équipes sont obligées de repasser dossier par dossier. Alors, l'objectif déjà affiché en 2022 d'OPCOEP pour l'apprentissage, c'était d'arriver à 100% de dématérialisation. On y est presque, on touche au but grâce à vous, à votre participation. On franchit une étape supplémentaire puisqu'en juillet 2023, donc à partir de la semaine dernière, on a commencé à rappeler tous les CFA et toutes les entreprises qui nous envoyaient leur contrat d'apprentissage par mail ou par courrier. Donc vraiment, c'est pour vous inciter à saisir soit par le portail Action Apprentissage, soit par la norme d'échange, à nous télétransmettre par la norme d'échange interopco. Alors, je vous fais ici quelques petits rappels d'ordre général sur l'apprentissage. Donc, le contrat peut commencer 3 mois, 90 jours de date à date avant ou 3 mois après le début de la formation.
et il peut se terminer dans un délai maximal de 2 mois, 60 jours de date à date, suivant la date de fin de formation. La prise en charge de l'OPCO est donc limitée à ces 2 bornes, en fait, fixées par l'État. Donc, un contrat dont les dates dépasseraient ces bornes-là verrait sa prise en charge automatiquement tronquée. La prise en charge peut être aussi rétroactive si jamais la formation commence avant le contrat. Donc, dans un délai de 3 mois avant la signature du contrat et sous réserve que la situation du jeune avant contrat soit un code 7. Donc, que le jeune soit déclaré en formation au CFA sous statut de stagiaire de la formation professionnelle. La seule exception qu'on fait pour la rétroactivité, si jamais l'apprenti commence son contrat à ses 15 ans et un jour, là, il faut que vous indiquiez le code 1 scolaire sur le CERFA pour avoir droit à la rétroactivité de la prise en charge. Autre rappel, le contrat ne peut pas dépasser 37 mois, donc 36 mois révolus. Ensuite, à l'OPCO-EP, la majoration RQTH est intégrée au coût pédagogique. Elle n'est pas dissociée du montant des échéances. Donc, elle figure vraiment dans le calcul des échéances et vous devez facturer le montant proposé. Vous ne pouvez pas la facturer à part. Ensuite, je fais un petit focus sur les conventions de formation. Le montant des coûts pédagogiques que vous indiquez sur la convention doit être calculé en fonction du nombre de mois de contrat, pas d'un éventuel NPEC. Le coût conventionné sera le coût engagé du dossier. Donc, c'est très important que vous indiquiez le coût réel de formation dans la convention, donc indépendamment de tout coût France Compétences, et que vous n'indiquiez pas un coût d'amorçage, puisqu'en cas de revalorisation du coût diplôme, on ne pourra pas revenir sur le dossier. Nous, on engage vraiment en fonction du plafond de France Compétences et du montant que vous conventionnez. Donc, si vous ne conventionnez pas le montant réel, voilà, nous, on ne pourra pas faire de revalorisation si jamais France Compétences intervient ensuite. Quelques points d'attention particuliers à avoir pour la rédaction de votre convention. Le SIRET de l'entreprise doit bien être actif à l'INSEE. Le code RNCP que vous indiquez doit bien être actif chez France Compétences. Et donc, ce petit focus que je vous demande sur le nombre de mois de contrat pour le calcul de votre coût. Un contrat qui dure 26 mois, vous devez bien conventionner le nombre de 26 mois. Est-ce qu'on a des questions à ce stade, Benoît? Pas pour l'instant, Marie. Pas pour l'instant. Tu es très clair et il n'y a pas de sujets qui ont été poussés dans le chat. D'accord. Et du coup, j'en profite, vous m'entendez bien parce que j'ai cru voir des... Voilà, j'ai mené ma petite enquête et a priori, ça marche pour le plus grand nombre, même si on D'accord, a eu un message d'une personne qui a peut-être de son côté un problème de réseau. d'accord. On ne prendra pas de questions à l'oral, madame. Je vous invite vraiment à la poser dans le chat, s'il vous plaît. Donc, on reviendra sur votre question un peu plus tard. Je continue le déroulé. Nous allons aborder maintenant quelques spécificités liées à la norme d'échange interopco. Donc, quelques points d'intention qu'il vous faut avoir concernant la télétransmission. Sur le CERFA, maintenant, vous indiquez le CFA de gestion comme CFA principal. Par conséquent, vous devez utiliser pour la télétransmission le SIRET du CFA de gestion, pour saisir et télétransmettre votre dossier. C'est quelque chose de très important, cette histoire du CFA de gestion. Donc, soyez très vigilants pour ça. Les télétransmissions que vous faites... Alors, pardon, je vais couper le micro. Les télétransmissions que vous faites équivalent à un CERFA. Donc, nous ne sommes pas habilités à modifier les éléments du CERFA et donc de la même façon à corriger un dossier que vous nous auriez télétransmis. Donc, à partir du moment où une non-conformité est relevée sur un dossier télétransmis, nous vous faisons un mail expliquant pourquoi le dossier est rejeté et vous invitant à le ressaisir sur le portail Action Apprentissage. La norme d'échange interopco ne permet pas pour l'instant, je ne sais pas si c'est en chantier de leur côté, de corriger un contrat que vous auriez déjà télétransmis. Autre sujet, les avenants ne peuvent pas passer par la télétransmission. Il faudra bien les saisir sur notre portail Action Apprentissage, l'étape préalable étant
de déclarer la fin de contrat initial sur le premier contrat. Pour limiter les rejets de dossiers télétransmis, je vous demande juste un petit peu d'attention sur ces différents points qui peuvent décoincer des situations bloquées et qui peuvent nous, de notre côté, nous permettre de traiter le dossier de bout en bout. Donc, c'est juste des erreurs de saisie à ne pas commettre. Alors, ça peut paraître aberrant que je vous le dise, mais malheureusement, c'est arrivé. Sinon, je ne vous en informerai pas. L'apprenti doit bien avoir 15 ans et un jour à la date de début d'exécution du contrat, donc vérifiez bien avant de l'envoyer. Vérifiez aussi les informations de son NIR qui doivent correspondre strictement à son sexe, à son année de naissance, à son mois de naissance et à son département de naissance. Le maître d'apprentissage doit être majeur et la case d'éligibilité du maître d'apprentissage doit être cochée. Un dossier qui nous arrive sans la case cochée ne peut pas être traité de notre côté. Si le contrat est un code 21, 22 ou 23, le numéro de DGEFP du précédent contrat doit être renseigné. Et également, une dernière attention sur le code de dérogation, s'il est nécessaire, il faut bien le renseigner dans votre saisie. Quelques éléments de lecture sur la norme d'échange interopco. Le premier numéro que vous recevez est un numéro technique. Il s'appelle OP23-0 et est suivi de 6 chiffres. Il ne sera visible, lui, à aucun moment sur votre portail Action Apprentissage. En revanche, une fois que les équipes seront passées sur ce premier contrat et que le dossier sera créé, il sera visible sur votre portail Action Apprentissage avec un numéro de dossier qui, lui, s'intitule 23- suivi de 6 chiffres. C'est celui qui figure à la fois sur votre portail et sur les accords de financement que vous recevez. Donc, si jamais votre dossier télétransmis, le premier dossier télétransmis ne peut pas être traité, il vous faudra remplacer la référence OP23 par le numéro de dossier que vous récupérerez un petit peu plus tard, 23- suivi de 6 chiffres. C'est une opération qui se déroule généralement très bien dans vos outils. Hein, vous avez bien la possibilité de modifier ce numéro. Je voulais aussi vous informer des éditeurs qui étaient aujourd'hui en production et en cours de recette, c'est-à-dire en cours de test. Donc, pour ceux qui sont déjà en production, donc avec qui les opérations de télétransmission sont déjà commencées, nous avons Ipareo, SC Form, Formasup Paris, l'Université de Lorraine, Formasup 1 Rhône-Loire, la société Pixel Lab, Ionis, Gestibase et Formasup PACA. Pour les éditeurs en recette, donc c'est la colonne de droite, donc ce sont des éditeurs qui ont commencé les tests avec nous, qui ne sont pas allés au bout, donc si jamais, avec lesquels les tests ne sont pas encore finalisés. Donc si jamais vous reconnaissez votre éditeur de logiciel dans cette liste, vous pouvez le contacter pour savoir où il en est de l'appairage avec l'Opco EP. Donc dans ces éditeurs en recette, en test, nous avons Prestium Group, Emera, Amonval Software, Auriga, Formasup Hauts-de-France, Icademy, ESPL, École 2600, Esimed, Anafé et le groupe GEMA. Est-ce qu'à ce stade, Benoît, nous avons des questions, s'il te plaît? Alors, nous avons eu deux questions. Alors, il y a une question qui a été traitée par Majouba Marouf, qui est chef de projet à l'Opco EP, et qui donc répondra aussi à vos questions au fil de l'eau pour qu'on puisse gagner en fluidité pardon, au cours de la présentation. Et on a une question de Madame Cédrine Ancelot qui nous demande, pour la télétransmission ou la saisie par le CFA sur le portail, nous devons avoir un mandat de la part de l'entreprise. Comment vous le transmettons? Alors, la partie mandat est intégrée normalement à la convention de formation. Souvent, il y a une dernière page qui est ajoutée à la convention de formation, en fait, avec le mandat. Soit c'est carrément partie prenante de la convention, soit c'est un feuillet à part que vous pouvez joindre au PDF de la convention. Et il est nécessaire de nous le transmettre ou il peut être conservé par le CFA? Il peut être conservé par le CFA. Nous, ce n'est pas une information qu'on vérifie. D'accord. Et il y a un modèle qui est proposé par l'OPCO EP?
Alors, il faudrait peut-être vérifier le modèle qui est en place sur notre site actuellement. Je ne sais pas, je ne saurais pas vous répondre par une affirmation. En tous les cas, sur notre Quand... site, on propose un document que vous pouvez utiliser et s'il est en ligne, s'il est à disposition des CFA, on peut penser qu'il est à jour. On le regardera quand même, mais a priori, vous l'avez à votre disposition sur notre site internet. Merci, Eh, Marie. très bien, donc nous allons poursuivre sur le process d'instruction à l'OPCO-EP. Alors, c'est juste un balayage pour vous expliquer un peu comment les choses se passent, hein. Il est hors de question de rentrer dans le détail exactement de la gestion. À la réception d'un dossier saisi soit par l'entreprise sur son portail Mes services en ligne ou saisi par vous, CFA, sur le portail Action Apprentissage, le dossier peut être engagé automatiquement s'il respecte certains critères qu'on va détailler après. Après contrôle par les équipes de gestion, le transfert est fait à la DGEFP. Les notifications de prise en charge sont disponibles au plus tôt le jour suivant sur votre portail Action Apprentissage. Si le contrat doit être engagé manuellement, les équipes de gestion font l'instruction. Le dossier apparaît en cours de traitement, que ce soit sur votre portail Action Apprentissage ou dans votre outil de gestion si vous aviez fait une télétransmission. Si jamais une non-conformité est relevée au moment de l'instruction du dossier dans le contrat et qui demande une action de votre part ou de la part de l'entreprise, un mail est envoyé depuis une adresse de gestion personnelle, en fait, de la personne qui a traité le dossier. Cette adresse mail est vraiment spécifique au dossier pour lequel on vous contacte. On vous demande de ne pas l'utiliser pour d'autres correspondances, puisque voilà, c'est la personne qui, à l'instant T, a traité votre dossier qui vous écrit et qui vous permet de recevoir une réponse à cette demande, de renvoyer une réponse à cette demande. Donc voilà, essayez de ne pas utiliser cette adresse mail pour d'autres sujets. Après, un accompagnement peut être mis en place plus spécifiquement si vous avez des questions plus globales. Donc sur cette diapo, c'est le schéma de l'engagement automatique qui vous est présenté, donc avec les critères dans le cadre bleu en haut. Donc, il faut que le contrat soit supérieur ou égal à 12 mois, qu'il n'y ait pas de RQTH, qu'il n'y ait pas de mobilité, que l'apprenti est entre 15 et 21 ans, que les contrats initiaux, que ce soit des contrats initiaux, des codes 11, 21, 22 et 23, et pour tous les niveaux de formation. Ça ne veut pas dire que tous les contrats qui sortent de ce schéma ne seront pas traités. C'est juste que du coup, c'est un traitement vraiment manuel qui sera mis en place. Donc là, quelle que soit la source d'arrivée, le portail Action Apprentissage, mes services en ligne ou la norme d'échange interopco, si le dossier est éligible à l'engagement automatique, il n'y a plus que le contrôle des équipes de gestion après coup. Si le dossier est conforme, l'équipe de gestion envoie à la DGEFP et met à votre disposition la notification de prise en charge. Par contre, en cas de non-conformité, un mail vous est fait depuis le dossier et par une adresse mail dédiée. En revanche, si le dossier n'est pas éligible à l'engagement automatique, nous avons une action des gestionnaires jusqu'à l'engagement et au transfert à la DGEFP. Est-ce qu'à ce stade, il y a eu des questions supplémentaires? On nous demande si il est possible de répondre au mail OPCO-EP de non-conformité. Alors, les consignes, alors tout ce qui va être les mails un peu anciens que vous aurez reçus, non, vous ne pouvez, enfin, ceux qui sont en ne pas répondre, vous ne pourrez pas répondre. Donc, dans ces cas-là, contactez le centre d'appel. Par contre, voilà, les consignes sont passées depuis 15 jours, 3 semaines auprès des équipes. Donc maintenant, vous allez avoir une adresse de retour pour ces dossiers, pour ces demandes de mise en conformité. Et je vous mets dans le chat voilà, les informations pour pouvoir nous contacter, un petit lien vers notre site pour nous contacter avec, qui présentera les heures d'affluence. Et puis l'amplitude horaire, vous verrez qui est très large pour pouvoir contacter l'OPCO-EP. On poursuit donc avec le process de facturation. Aujourd'hui, nous avons 2 sources possibles de facturation, soit le dépôt par le portail Action Apprentissage, soit la télétransmission de la facture par la norme d'échange interopco. Donc, on va commencer par parler
de la facturation par le portail Action Apprentissage. Normalement, vous êtes tous plus ou moins familiers quand même du process. Vous générez une proforma, vous vérifiez cette proforma et vous établissez votre facture à partir du montant proposé. Sur votre facture doit bien se trouver le numéro de proforma indiqué. Vous la déposez sur le portail et les équipes de gestion passent sous une semaine sur les factures déposées. Donc, soit votre facture passe au statut validé, vous avez le petit bandeau qui passe au vert dans votre portail, soit une reprise de la facture est nécessaire, une non-conformité a été détectée. Donc, dans ces cas-là, la facture passe au statut refusé. Et en allant voir le motif de refus où les collègues ont détaillé la raison du refus, vous pourrez soit modifier, soit annuler la facture en fonction du message qui vous sera délivré. Donc actuellement, on a un délai de traitement des factures sur le portail d'à peu près une semaine. Ça, c'est un peu réduit ces jours-ci. La télétransmission des factures par la norme d'échange interopco est possible depuis décembre 2022. Donc là, l'étape préalable, c'est d'avoir récupéré l'échéancier depuis votre outil, puis vous générez la facture et vous la télétransmettez en même temps que le certificat de réalisation. Alors, un petit focus, le numéro de proforma est un processus interne au portail Action Apprentissage. Donc, à partir du moment où vous allez passer par la télétransmission, ce numéro n'est plus obligatoire. Les factures télétransmises ont été intégrées à un cycle de traitement automatique, donc ce qui fait qu'elles sont traitées assez rapidement. Pour les cas passants, sous 1 heure, elles sont déjà en comptabilité de notre côté. Je vous ai fait un petit focus également sur le code erreur 400 que vous pouvez avoir au moment où vous essayez de télétransmettre une facture. Donc là, c'est un code erreur qu'il faut que vous analysiez de votre côté. Ce code erreur correspond soit à des frais qui ne sont pas engagés et pour lesquels vous essayez de télétransmettre une facture, soit vous essayez de facturer une échéance alors que l'échéance précédente n'est pas encore réglée chez nous. Donc tout ça, ce sont des cas que vous pouvez démêler par votre portail Action Apprentissage qui vous donne une situation en fait de l'état du dossier et de sa facturation. Malgré ce traitement automatique, certaines factures peuvent être rejetées par le système et demandent un traitement particulier. On a notamment actuellement, et c'est le problème prégnant, un problème de SIRET. Lorsque le SIRET utilisé pour la télétransmission ne correspond pas au SIRET du dossier. Donc ça, c'est un problème bloquant donc, que j'analyse avec vous au fur et à mesure des remontées. Parfois, on se rend compte que ce n'est pas le bon SIRET de gestion qui est indiqué, que ce soit sur les dossiers ou sur la norme d'échange. De notre côté, on essaye également de réfléchir à comment faire passer ces factures malgré tout. Mais les développements informatiques vont être un peu longs, donc c'est vrai que si jamais vous rencontrez ce problème, dans un premier temps, il vaut mieux continuer à facturer par le portail Action Apprentissage en ce moment. Ce qui est traité aussi, enfin ce qui est bloqué aussi hors traitement automatique, ce sont les avoirs. Les avoirs, ils doivent être traités manuellement. Alors, il faut faire attention à bien nous transmettre des avoirs qui correspondent à des fins de contrat initial ou des ruptures. Un avoir doit correspondre à une facture télétransmise. On reçoit énormément d'avoirs pour des factures qu'on n'a jamais reçues. Et donc, ça nous oblige alors à vous contacter pour savoir à quelle facture se rapporte cet avoir, parce que ce n'est pas toujours indiqué non plus. C'est assez compliqué. Donc, n'hésitez pas pour les avoirs aussi à plutôt passer par le portail Action Apprentissage si vous le pouvez. Nous recevons également des télétransmissions de factures alors que la facture a déjà été payée, souvent par le portail Action Apprentissage. Donc, dans ces cas-là, on vous fait un message disant qu'il s'agit d'un doublon. Nous avons également des dossiers qui sont verrouillés par des factures générées sur le portail Action Apprentissage. Donc, surtout à partir du moment où vous passez à la télétransmission sur un dossier, assurez-vous qu'il n'y ait pas de facture même générée juste en attente de facture. Le premier point jaune dans l'avancée de la proforma sur le portail Action Apprentissage, puisque du coup, cette facture générée nous bloque l'accès au dossier, nous, dans notre SI, et on ne peut pas traiter les factures. Donc, surtout, si vous avez télétransmis des factures, allez vérifier qu'il n'y a pas de proforma en cours dans vos outils, dans votre portail, pardon.
Et ensuite, le dernier point qui peut bloquer les factures, c'est que vous avez télétransmis la facture avant que le dossier soit complètement validé de notre côté. Donc, il est toujours en cours de traitement sur le portail et du coup, on ne peut pas passer les factures. Est-ce que Benoît, on a des questions sur la facturation? Tu as coupé ton micro. Excusez-moi, me revoilà. Non, pas de questions, Marie. Toujours aussi clair. Très bien. Alors, on continue avec un petit focus sur le maître d'apprentissage. Alors, le maître d'apprentissage, c'est un acteur clé dans un contrat d'apprentissage, hein, vous le savez. Donc, il est obligatoirement désigné au sein de l'entreprise. C'est un salarié expérimenté qui guide et accompagne l'alternant dès son intégration, dès son entrée en entreprise, afin d'obtenir la qualification visée par le jeune. Donc, il est chargé du suivi de l'alternant tout au long de son parcours de formation dans l'entreprise et contribue directement à la réussite de l'alternant. Pour assurer sa mission dans les meilleures conditions, il peut suivre une formation maître d'apprentissage. Si les critères de la branche dont dépend l'entreprise le permettent, l'OPCO peut financer cette formation à hauteur de 15 € par heure, dans la limite de 40 heures. Donc là, ça nécessite, l'entreprise doit consulter vraiment les critères de prise en charge de sa branche pour savoir si la formation maître d'apprentissage est comprise, peut être prise en charge par l'OPCO. Donc techniquement, comment ça se passe pour un dossier de formation du maître d'apprentissage? C'est uniquement l'entreprise qui peut saisir ce dossier sur son portail Mes services en ligne. Les pièces qui doivent être fournies à l'entreprise sont le devis ou la convention de formation et le descriptif détaillé du parcours. Après financement de la formation, une notification d'engagement est envoyée à l'OF. Et pour la facturation, il faut fournir le certificat de réalisation et la facture à l'ordre d'OPCO EP. Si jamais c'est l'entreprise qui a avancé les frais, il va falloir qu'elle nous joigne en plus la copie de la facture à son nom que l'organisme de formation lui aura adressée. Je poursuis avec l'aide à la fonction du maître d'apprentissage. Puisqu'afin de Marie, Oui, excuse-moi de te couper. dis-moi. On a une question avant de basculer sur le sujet suivant. Comment doivent être facturés les frais annexes, repas et hébergement? Alors, les frais annexes, les deux mêmes possibilités, la télétransmission par la norme d'échange interopco ou la déclaration, la génération d'une proforma sur le portail Action Apprentissage. Si vous passez par le portail Action Apprentissage, la première étape, c'est d'aller sur le dossier que vous souhaitez facturer, déclarer le montant que vous souhaitez facturer, et ensuite, vous pourrez générer une proforma de frais annexes. Et pour vous avez un onglet spécifique dans mes contrats pour les frais annexes, tout comme vous avez un onglet spécifique pour le premier équipement, bien séparé des coûts pédagogiques. Donc, vous générez votre proforma et puis vous facturez. Ensuite, vous déposez la facture, comme pour les coûts pédagogiques. Ah, attention, ton micro, Marie, c'est coupé. Oui, vous avez entendu la fin de ma phrase? Non, il manque les 3 derniers mots. D'accord. Donc, vous devrez bien facturer ça se passe exactement comme la facture de coûts pédagogiques. C'était mes 3 derniers mots. Pas de proforma proposé. J'ai vu passer un message là. Il faut bien déclarer les frais annexes pour chaque dossier avant de générer votre proforma. N'hésitez pas à appeler nos collègues du centre contact qui peuvent vraiment vous guider pour l'établissement de ces factures. Alors, Merci, Marie. je t'en prie, je reprends donc et j'en reviens à l'aide à la fonction du maître d'apprentissage. Donc, afin de valoriser l'action d'encadrement d'un apprenti, certains critères de branche permettent le versement d'une aide d'un montant variable, appelée aide à la fonction du maître d'apprentissage. Cette aide est à destination de l'entreprise signataire du contrat, sous réserve qu'elle en fasse la demande. Comment en faire la demande? L'entreprise doit nous contacter par nos collègues du centre contact. Donc, ce qu'on va vérifier de notre côté, c'est que la demande de cette aide est bien rattachée à un contrat d'apprentissage
Et le financement dépend vraiment des critères de branche. Vraiment, chaque branche a son montant, son nombre de mois, ses conditions particulières pour l'aide à la mission, à la fonction du maître d'apprentissage. La facturation se fait par l'entreprise et son TVA, puisqu'il s'agit du dispositif de l'apprentissage. Est-ce que sur ces points, formation du maître d'apprentissage et aide, est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a une question qui nous a été posée. S'il n'y a pas de demande, pas d'aide? Vraiment, l'étape préliminaire est une demande de l'entreprise. Hein. Donc, effectivement, voilà. Ce Alors n'est pas là, automatique. voilà, ce n'est pas systématique, ce n'est pas automatique. Et alors, je rajouterai juste que les enveloppes ne sont, enfin, les montants accordés ne sont pas toujours conséquents hein, par les branches. C'est les branches qui décident de ça. Donc toutes ne peuvent pas être prises en charge non plus. Hein. On a des limites aussi en matière de financement. Je poursuis, Benoît. Merci. Nous allons passer à la déclaration de la rupture. Nous avons actuellement 2 canaux de transmission de la rupture. Je commence par le point 2, même si ce n'est pas logique. Il s'agit du dépôt de la lettre de rupture par l'entreprise sur son portail Mes services en ligne. Les temps de traitement sont plus longs, hein, puisque du coup, ça demande à ce qu'on rentre dans chaque dossier pour traiter le document. Le mieux pour nous, c'est toujours quand vous déclarez vous-même CFA la rupture sur le portail Action Apprentissage. Un point d'alerte, la norme d'échange Interopco ne permet pas la télétransmission de la rupture. Je sais que vous avez accès à ce champ-là, il faut bien savoir que pour nous, ça ne vaut pas déclaration de rupture puisqu'il n'y a pas de document attaché à cette date de rupture qui peut être présentée. Donc, pour déclarer la rupture dans votre portail Action Apprentissage, dans le menu Action complémentaire à droite dans le dossier, vous avez la mention Déclarer une rupture. Vous avez cette fenêtre pop-up qui s'ouvre. Vous renseignerez la date de rupture, le motif de la rupture, s'il y a maintien ou non du jeune en CFA, et vous pourrez joindre le document. Alors attention, tout comme pour la date de rupture, la date de fin de maintien ne peut pas être dans l'avenir. L'OPCO-EP a fait le choix de ne pas vous permettre d'anticiper soit la rupture, soit la date de fin de maintien. Donc il faudra vraiment attendre que la date soit échue pour venir déclarer sur votre portail Action Apprentissage. Le portail vous permet de faire un filtre aussi sur le statut de la rupture et donc de traiter toutes celles qui potentiellement ne seraient pas complètes et vous bloqueraient pour la facturation. Donc n'hésitez pas à consulter régulièrement ces statuts de rupture. Par exemple, la mention à finaliser. Vous devrez compléter les dates de fin de maintien en formation. Ça vous fait la liste de tous les maintiens en formation à oui pour lesquels il n'y a pas de date de fin de maintien renseignée. Le statut en cours de validation montre les ruptures que vous avez déclarées sur votre portail et qui sont en cours de traitement côté OPCO. Les ruptures incomplètes sont celles où vous devez renseigner. Alors, il faudrait réussir à passer rapidement. Vous devez simplement renseigner s'il y a eu maintien ou non. C'est-à-dire que nous, pour l'instant, on est bloqué, vous ne pouvez pas facturer. Tout le monde est bloqué à cause de cette information sur le maintien qu'on n'a pas et qu'on vous demande de renseigner. Et enfin, le statut refusé, c'est quand vous avez fait une déclaration de rupture, qu'elle a été traitée par nos équipes, mais refusée pour un motif quelconque, que les équipes de gestion ont précisé dans le motif de refus. Donc, pour cela, vous allez toujours dans le bouton Action complémentaire, vous verrez en orange voir le motif de refus sur la rupture. Et donc, à partir de là, vous pourrez soit modifier la saisie ou le document ou annuler la rupture en fonction de ce qui vous aura été demandé. J'en profite, on parle des statuts de rupture à consulter régulièrement pour débloquer des situations qui n'ont pas forcément besoin d'être bloquées.
De la même façon, pensez régulièrement à aller voir, surtout quand vous avez déposé beaucoup de factures par le portail, à aller voir les factures qui pourraient être refusées pour pouvoir agir rapidement sur des situations voilà, qui n'ont pas besoin d'emboliser ni votre comptabilité. Donc voilà, des fois, il s'agit juste d'une modification sur une facture, d'une erreur de chiffre, d'une inversion de chiffre dans le numéro de la proforma. Donc pensez bien à consulter. Vous avez un filtre sur le statut des factures. Consultez bien régulièrement vos factures refusées pour agir le plus vite possible sur ces factures-là. Alors, on a une question, Marie. Oui. Lorsque aucune des parties, c'est-à-dire que ni l'entreprise ni l'apprenti ne transmet le document de rupture, comment le CFA doit procéder lorsqu'il n'a pas reçu de document? Alors, il n'y a pas de modèle de document hein, pour la rupture. Nous, de notre côté, on accepte même un mail de l'entreprise vous indiquant que le jeune a quitté l'entreprise. Hein, donc, n'hésitez pas à nous mettre ce mail en PDF et à nous le joindre comme document. Nous, on n'a pas le droit de vous proposer un modèle de document pour la rupture. Donc, on accepte un peu tout ce que vous pouvez avoir de la part de l'entreprise ou du jeune. Ça peut être un mail du CFA qui nous donne l'information, ou est-ce qu'il faut forcément que le CFA nous transmette l'écrit? Alors, ce serait mieux que ce soit quand même l'entreprise ou le jeune qui ait fait un mail au CFA et pour Il pouvoir. faut obtenir ce document pour que nous puissions nous en servir. C'est ça. Les anciens modèles ne sont pas forcément obsolètes, mais il n'y a pas de modèle OPCOEP pour le document de rupture. Et il y avait une question, mais qui était sur le sujet précédent, Oui. au niveau de l'aide à la fonction du maître d'apprentissage. Oui. Et il nous était demandé s'il y avait la même aide pour les contrats de professionnalisation. Oui, tout à fait. Pareil, là aussi, ça dépend des critères de branche. Donc voilà, il faut vraiment consulter les critères de la branche de l'entreprise pour savoir s'il peut y avoir cette aide à la fonction du tuteur dans le cas d'un contrat de pro. Merci Marie. Alors, on reprend donc sur une actualité un peu plus brûlante qui est le nouveau CERFA, la version 10 que la DGEFP a mise en ligne le 20 avril dernier. Donc voilà, je pense que maintenant vous en avez tous pris plus ou moins connaissance. Donc je rebalaye rapidement les champs qui ont été ajoutés à ce CERFA. Je parle ici que du CERFA, hein, pas de la notice. Sur l'employeur, nous n'avons plus qu'une seule mention concernant l'IDCC, qui est le code à 3 ou 4 chiffres. Il n'y a plus la mention toutes lettres de la convention collective applicable. Sur l'apprenti, un champ a été rajouté sur le nom d'usage de l'apprenti. Il est également précisé que le prénom de l'apprenti doit être le premier prénom de l'état civil. Le courriel du représentant légal a été ajouté également. La case sur le sportif de haut niveau a vu son intitulé modifié et simplifié. Et nous avons une nouvelle case sur la déclaration d'un projet ou de création ou de reprise d'entreprise. Sur le maître d'apprentissage, les champs suivants ont été ajoutés, son NIR, son courriel, son emploi occupé, le diplôme ou titre le plus élevé obtenu en toutes lettres et ensuite un code qui figure dans la notice sur le niveau du diplôme ou titre le plus élevé obtenu. Dans le contrat, la DGEFP a choisi d'ajouter la date de début de formation pratique chez l'employeur. Je ne développe pas ici, on en reparlera un tout petit peu après. Et sur la formation, il y a une coche si jamais le responsable est le lieu de formation principal. Si jamais le CFA de gestion est le lieu principal de formation, vous cochez cette case. Si vous ne cochez pas, il faut remplir les données du lieu principal de formation, donc avec sa dénomination, son UAI, son SIRET et son adresse. Quelques points particuliers, la coche sur la création ou la reprise d'entreprise ouvre le droit à une dérogation liée à l'âge, tout comme le sportif de haut niveau ou le RQTH. Dans la liste des diplômes, le code 64 pour les bachelors universitaires de technologie a été ajouté.
Alors attention, à ce jour, les outils de l'OPCO ne sont pas encore configurés. Donc, si jamais vous ne trouvez pas encore le code 64 dans la liste, il faut pour l'instant utiliser le code 69. Les intitulés des statuts 7 et 8 de la situation du jeune avant contrat ont été modifiés. Le contrat de type 23 a été modifié aussi. Il s'agit maintenant d'un nouveau contrat avec un apprenti dont le précédent contrat a été rompu, quel que soit son employeur. Et la date de début du cycle de formation a été modifiée en date de début de formation en CFA. Donc, c'est vraiment l'entrée du jeune en formation qui doit être indiquée dans ce champ-là. Il y a eu des précisions qui ont été faites par la DGEFP sur l'avenant de type 35 qui répond exclusivement, et ça figure bien dans la notice, à l'article de loi L6222-22-1, c'est-à-dire un apprenti engagé dans la préparation d'un bac pro peut à la fin de la première année poursuivre sa formation en CAP, CAP agricole ou brevet professionnel agricole. L'avenant Code 35 ne sert vraiment que dans ces cas-là. Pour tous les autres changements de formation hors de ce cadre très spécifique, il faudra bien faire une rupture sur le premier contrat et un nouveau contrat type 23. La DGEFP a également créé un nouveau code avenant, le code 38, donc en cas de modification du lieu principal de réalisation de la formation théorique, c'est-à-dire dans les termes tels que nous les connaissons actuellement, s'il y a un changement de CFA pédagogique, vous devrez établir un avenant code 38. Pour un changement de CFA responsable, c'est toujours un avenant code 36 qu'il faudra établir, comme ce qu'on faisait jusqu'à présent. Un petit focus sur les dates. La date de formation pratique chez l'employeur, c'est la date du premier jour où le jeune va aller travailler en entreprise. La date de début de formation en CFA, c'est la date du premier jour où le jeune va rentrer en formation chez vous. La date de début d'exécution du contrat est-elle la date du premier jour où débute effectivement le contrat? Donc, selon les cas, je vais vous détailler 3 exemples qu'on a montés. La date de début d'exécution du contrat peut être différente. Dans le premier exemple, nous avons un contrat qui est signé le 15 août. Pour un début de formation en entreprise le 1er octobre et un début de formation en CFA le 1er septembre. La date de début d'exécution du contrat est bien le 1er septembre. Le stagiaire, le jeune est considéré comme étant apprenti à partir du moment où il va démarrer sa formation, même si c'est la formation théorique. Dans l'exemple 2, on a une date de conclusion le 15 août, mais avec une date d'entrée en entreprise le 20 août et une date de début de formation en CFA le 1er septembre. La date de début d'exécution du contrat est le 20 août, la date du premier jour en entreprise. Dans l'exemple 3, on a un contrat qui est signé après le début de la formation théorique en CFA. La formation théorique en CFA commence le 1er septembre, le contrat est signé le 10. Pour une date de début de formation pratique en entreprise le 1er octobre, la date de début d'exécution du contrat doit être le 10 septembre. À partir du moment où le contrat est signé, le stagiaire est déjà en apprentissage. Alors, il ne s'agit là que d'une clarification de la règle qui existait déjà. La DGEFP insiste bien sur ce point. À partir du moment où un contrat est signé, le jeune perd son statut de stagiaire de la formation professionnelle, donc il est déjà apprenti. Au niveau des dates, pour les avenants, il n'y a pas de changement par rapport à l'ancien CERFA. C'est toujours les dates du contrat initial qui doivent être reprises. Les seules choses qu'on va ajouter, c'est la date d'effet d'avenant et la date de conclusion qui doit être celle de l'avenant qu'il faudra modifier. Toutes les autres dates restant à l'identique du contrat initial. Alors, un petit focus sur la collecte du NIR du maître d'apprentissage. Donc, les OPCO sont bien habilités à recueillir ce NIR. Et en fait, il a été demandé par la DGEFP puisque le maître d'apprentissage va bénéficier d'un crédit de 240 € versé sur son compte d'engagement citoyen qui est en lien avec le CPF et géré par la Caisse des dépôts et consignations. Donc, pour pouvoir avoir ce crédit de formation, il fallait récupérer le NIR du maître d'apprentissage. Donc, je vous ai mis le lien vers le site officiel qui vous explique ce que c'est effectivement que ce compte d'engagement citoyen et que vous pourrez consulter.
Alors, on va parler un peu du déploiement du nouveau CERFA. Donc, côté DGEFP, le DECA sera prêt à recevoir les nouvelles informations à partir du 15 juillet, donc à la fin de la semaine prochaine. La fin de la coexistence des deux CERFA est projetée pour l'instant le 1er octobre, mais ce n'est qu'une date provisoire. La DGEFP ne nous a pas encore dit à quelle date il allait falloir arrêter d'utiliser l'ancien CERFA. Aujourd'hui, on vous invite à déjà utiliser le CERFA version 10 pour avoir le maximum d'informations. Donc nous, on est en train de se mettre en ordre de marche pour justement recueillir toutes ces nouvelles données. Les outils informatiques devraient évoluer au cours du mois d'août côté OPCO-EP et donc vous permettre de transmettre toutes les informations du CERFA 10 à partir du mois d'août. Sachant que de toute façon, les nouveaux champs resteront facultatifs tant que le passage définitif au CERFA version 10 ne sera pas entériné par la DGEFP. Donc, à ce jour et jusqu'au développement de nos outils, les CERFA 10 que vous pouvez transmettre seront envoyés à DECA comme des CERFA 9, hein, tant que de notre côté, on ne peut pas traiter l'information envoyée. Avant de passer à la mobilité, est-ce qu'on a… Oui, on a quelques questions. Oui. Si jamais on a un maître d'apprentissage qui ne souhaite pas communiquer leur NIR, est-ce qu'il y a une obligation? Alors, il va y avoir obligation. Donc, tant que les deux CERFA coexistent, voilà, ce champ reste facultatif. Maintenant, c'est un point qui a été, qui a été remonté à la DGEFP parce qu'effectivement, la DGEFP a bien conscience que ça pose des problèmes, ça peut poser des problèmes aux maîtres d'apprentissage et à l'entreprise. Donc, voilà, c'est un point qui est en discussion côté DGEFP. Vous vous doutez bien que sur ce point-là, on n'a pas, nous, notre mot à dire, hein. On ne fait qu'appliquer les consignes qui nous sont demandées. Alors, dans le cas d'un apprenti qui change de BTS, mais qui n'a encore pas commencé la formation, est-il nécessaire de faire une rupture ou un avenant? On remonte au sujet précédent. Alors, donc, on a un changement de BTS donc avant le début de la formation, c'est ça? Ce n'est pas précisé, mais partons de ce principe-là, oui. Alors, si ça se passe avant le début de la formation, mais que le contrat nous a été déjà transmis, effectivement, il est déjà transféré à la DGEFP, donc il va bien falloir faire une rupture de ce premier contrat et un nouveau contrat type 23. En tout cas, de toute façon, on n'est pas sur un avenant dans le cas d'un BTS. Hein. On a bien vu que le code 35 changement de diplôme ne vaut que pour des cas spécifiques, pour des jeunes qui, à la fin d'une première année de bac pro, veulent récupérer un CAP agricole ou un BP agricole. Voilà. Donc, le code 35 n'est à utiliser que dans ce cas-là. Pour tout ce qui va être changement vraiment de BTS ou voilà, enfin, il veut refaire un bac pro, il faut vraiment faire une rupture du premier contrat et un nouveau contrat type 23. Okay. Ensuite, on avait une question sur la date de déploiement de ce nouveau CERFA, mais nous t'avons laissé avancer et tu as apporté la réponse et elle apparaît d'ailleurs en ce moment sous nos yeux. Autre question, quand un avenant est validé par l'OPCO, le contrat initial n'est pas clôturé automatiquement par nos services. Est-il possible de le mettre en place? Alors, si vous pouvez déclarer la fin de contrat initial sur le premier contrat du jeune, sur votre portail Action Apprentissage. Et c'est d'ailleurs la première étape à faire en cas d'avenant. C'est d'aller sur le contrat initial, déclarer la fin de contrat initial, et ensuite, vous pouvez nous transmettre l'avenant. Vraiment, le portail Action Apprentissage permet de déclarer cette date de fin de contrat initial. Et c'est ce qui évite justement les doublons. C'est ça. Comment saurons-nous quand l'ancien CERFA ne sera plus accepté? Eh bien, on espère que la DGEFP va faire une communication officielle auprès des CFA. Restez connectés. Et nous n'hésiterons pas, j'imagine, à le faire apparaître sur notre site internet aussi pour diffuser l'information également. Peut-on avoir la liste des codes CERFA ou sinon où peut-on les trouver? La liste des codes. La liste des codes CERFA. Alors, le CERFA qui est disponible actuellement sur le portail sur le site du ministère du
du travail et le CERFA version 10, hein, c'est indiqué en haut de la pièce. Alors, je ne sais pas si c'était le sens de la question, mais voilà. En haut des CERFA, figurent les codes, les versions des CERFA qui sont utilisées. Marie? Ah, non, je parle des codes de modification de Ah, CERFA. je Alors, n'ai c'est pas dans la vu. notice. Dans la notice qui figure également sur le site du ministère du Travail, hein. La notice est un outil précieux pour vous, CFA. Donc appropriez-vous-la. Hein, mais il y a tout, voilà, tout est détaillé, en fait. Voilà, je ne sais pas s'il y a eu d'autres choses entre deux. C'est bon, merci. Alors, on embraye sur la mobilité. Mhm. Donc, quelques points sur la mobilité. Il y a deux mobilités possibles. La mobilité courte, d'une durée inférieure à 4 semaines. Dans ces cas-là, vous mettez en place une convention de mise à disposition. La mobilité courte induit néanmoins un minimum de 6 mois en France. Voilà, qui est d'une part la durée minimale du contrat, mais aussi on peut faire une mobilité que quand 6 mois de contrat sont prévus. Pour les mobilités longues, on a une durée de 1 à 12 mois qui est formalisée par une convention de mise en veille multipartite. Donc là aussi, le prérequis de base, c'est qu'il y ait au moins 6 mois passés en France et donc maximum 1 an à l'étranger. Et donc la mobilité de mise en veille permet le transfert élargi de responsabilités, notamment en matière de santé, de rémunération, de droit du travail, en fait, vers le pays d'accueil. Comment est financée la mobilité 2023? Nous avons d'une part le forfait référent, donc qui est le référent mobilité attaché à votre CFA et qui peut prétendre, donc en tant que CFA, vous pouvez prétendre à 500 € par an et par alternant accompagné sur ce forfait, pour l'activité de ce référent. Pour les frais de l'alternant, là, nous avons deux possibilités en fonction de la durée. Pour les durées inférieures à 4 semaines, il y a un forfait de 500 € par semaine, dans la limite de 2 000 €. Et pour les durées plus longues avec une convention de mise en veille, un forfait de 300 € par semaine, dans la limite de 3 000 €. Pour établir vos conventions, vous multipliez le nombre de semaines de mobilité par le forfait hebdomadaire. Si jamais l'alternant est résident des Antilles, Guyane ou de la Réunion, une prise en charge supplémentaire est possible pour son titre de transport. Donc, on remboursera au réel le trajet, enfin, au moins un aller-retour par mobilité, pardon, dans la limite de 1 300 €. Donc, comment bénéficier du financement de cette mobilité? Vous devez nous joindre pour chaque alternant une convention de mise à disposition ou de mise en veille selon les cas, signée par l'ensemble des parties, et la facture relative aux différentes mobilités, des réalisations de la mobilité. Pour les alternants ultramarins des Antilles, Guyane et de la Réunion, le justificatif du billet d'avion sera obligatoire pour bénéficier du remboursement du billet dans la limite du plafond des 1 300 €. Attention, il faut que dans votre convention initiale, vous ayez bien indiqué qu'il y avait un projet de mobilité. Si jamais ce n'était pas le cas et que ce jeune fait tout de même une mobilité internationale ou européenne, il faudra que vous établissiez un avenant à la convention de formation que vous nous transmettrez en même temps que la convention de mobilité. À quel moment adresser les documents? Donc, c'est la date de réception de la convention signée par l'ensemble des parties qui confirme l'année de référence pour l'application des critères. Donc, une convention reçue en 2023 se verra appliquer les critères 2023. Celle que vous transmettrez en 2024 sera financée selon les critères 2024. Donc, pour déposer votre convention de mobilité, il n'y a pas d'autre choix aujourd'hui que de passer par mes services en ligne OF pour chaque contrat. En revanche, pour la facturation, vous pouvez bien passer par le portail Action Apprentissage comme pour les autres natures de coûts. Est-ce qu'on a des questions? Est-ce que... Bien, on a eu une sollicitation, effectivement. Est-ce que l'on peut reconnaître comme mobilité internationale le déplacement à l'étranger pendant le contrat
d'un groupe de classe avec cours et visites en entreprise sur une durée d'une semaine. Alors, c'est vraiment des cas analysés au cas par cas. Si c'est un voyage d'études, ça n'est pas couvert par la mobilité internationale. Le projet de mobilité internationale est spécifique à un jeune. Voilà, mais voilà, les voyages d'études ne sont pas pris en charge. À partir du moment où ça concerne une classe, ça n'est pas de la mobilité de l'alternant. Les aides par année, les aides par an sont année civile ou année scolaire, quand on En année dit civile. par année. En année civile. Oui, mais on sort du cadre de la mobilité avec un voyage d'études quand même. La mobilité est vraiment, vraiment spécifique à un alternant. Eh bien, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, Marie. Et donc, on en arrive au terme de la présentation. On vous a remis en fin de support le numéro vers le centre contact OPCO-EP que vous pouvez appeler sur des plages horaires élargies. Pour tous les sujets liés à la norme d'échange, vous pouvez me contacter. Je vous ai mis mon mail ici. Attention, je ne réponds qu'aux mails liés à la norme d'échange, pas du tout aux autres. Le support et l'enregistrement du webinaire vous seront communiqués par mail la semaine prochaine. Voilà, le temps que tous les webinaires se terminent et de finaliser les supports. Et je ne sais pas, du coup, si vous avez des questions à reposer dans le chat, n'hésitez pas, ou s'il y a peut-être des questions sur lesquelles on peut repasser qui peuvent intéresser le plus grand Oui, alors nombre. on a eu des questions dans l'intervalle, Marie. Vu qu'il nous reste un peu de temps, nous pouvons les regarder. Alors, que se passe-t-il si pas de mobilité pour le CFA? Si pas de mobilité, la question est difficilement compréhensible à mon niveau en tous les cas. Si je peux me permettre, même si ce n'est pas toléré, bonjour. Si jamais on n'arrive pas à mettre en place de mobilité internationale, quelles sont les pénalités? S'il y en a, que se passe-t-il pour le CFA? Il n'y a pas de pénalité de notre côté, hein, on n'est pas D'accord. un Non, organe de mais même et répression. au niveau au-delà de vous, c'est-à-dire au niveau de est-ce qu'il peut y avoir une remise en cause de l'existence du CFA? Est-ce qu'il peut y avoir des pénalités? Est-ce qu'il peut y avoir parce que là, c'est quand même très, très contraint. Et c'est hyper difficile, les voyages d'études, vous me dites non, les machins, enfin, et cetera. Moi, je ne sais plus faire. Donc, à un moment donné, je dis, bah, on n'en fait pas, ou on va en faire 3 sur 1000 apprentis, pourquoi pas. Mais ça va être très, très marginal. Alors qu'il y avait une volonté de le développer fortement de la part de l'État. Donc, c'est pour Il y a ça que je pose la question. il y a quand même un cadre légal très défini, hein, pour la mobilité. Donc effectivement, il faut rentrer dans ce cadre. Maintenant, on n'est pas nous un organe répressif, hein, nous, on est juste un financeur. Donc si jamais vous ne mettez pas en place une mobilité que vous aviez promise, donc de notre côté, il y a rien qui se passe. Du côté du droit, là, je vous laisserai étudier avec vos juristes s'il le faut. Moi, j'ai pas trop d'informations à donner de ce côté-là. Je ne sais pas. Voilà, je ne représente Effectivement, pas la DGEFP et voilà, et pareil au niveau des critères qui vont déterminer ce qu'est une mobilité. Ce sont les consignes de la DGEFP qui sont à appliquer. Et nous les appliquons de notre côté, comme les CFA doivent les appliquer pour déterminer si telle ou telle situation de mobilité est éligible à cette aide. OK, merci.
Et ensuite, il nous est également demandé s'il y a une obligation de nous transmettre de la part du CFA les conventions de stage complémentaires liées à cette mobilité. Alors, nous, les seuls documents qu'on va demander, c'est que la mobilité figure bien sur la convention de formation. Sinon, vous nous faites un avenant. Et la convention de mobilité. Pour mettre en place le financement de la mobilité, c'est les seuls documents dont on a besoin. Tout ce qui est convention de stage, entre vous et le CFA d'accueil, on n'en a pas besoin. C'est vraiment les 2 documents, nous, la convention de formation initiale et la convention de mobilité. Merci beaucoup pour votre participation et puis à Marie pour l'animation et à Majouba aussi d'avoir traité les questions au fil de l'eau et on se retrouve pour le prochain webinaire. Très bonne fin de semaine et bon week-end par la suite. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.